Bonjour à tous, alors bienvenue dans ce deuxième épisode consacré au suivi de l'évolution de mon portefeuille PEA. Alors comme je l'explique dans la description de ma chaîne, l'un des objectifs annoncés de cette chaîne est de vous permettre de suivre l'évolution de mon portefeuille PEA au fil du temps et au gré des fluctuations boursières, ce qui implique un suivi pendant les phases de bull market mais aussi pendant les phases de bear market, tout en documentant mon voyage vers la liberté financière. Alors ceci implique qu'effectivement j'ai des convictions, je suis convaincu qu'on est capable de se constituer un patrimoine financier conséquent à condition d'investir de manière consistante au fil du temps et avec un horizon d'investissement de long terme. Alors mon objectif est vraiment de pouvoir documenter mon parcours au fil du temps et de voir comment je suis capable ou non, peut-être qu'on verra que ça ne marche pas, de faire grossir mon portefeuille PEA au fur et à mesure des années. Donc a priori mon idée aujourd'hui c'est d'essayer de faire une vidéo par mois sur le suivi de mon portefeuille, en gardant à l'esprit que j'investis de manière régulière tous les mois, donc je fais un apport par mois, et en gardant à l'esprit que j'ai un horizon d'investissement à 30 ans. Donc on va commencer ici, on voit qu'on est le 8 février 2020 et qu'il est 13h07. Alors je suis sur la page de mon courtier Bourse Direct et pour vous montrer que ceci n'est pas une copie d'écran, je vais cliquer par exemple sur l'un des titres ici, comme ceci, pour vous montrer qu'effectivement je suis bien en direct sur le site de mon courtier. Voilà, passage d'ordre en cours de chargement, etc. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est que je vais présenter d'abord l'évolution du portefeuille. Donc on voit que le portefeuille était valorisé aujourd'hui à 7 926 euros. On voit également que j'ai un solde d'espèces de 519 euros. Et on voit que les plus-values latentes sont d'environ 518 euros. Alors mon portefeuille est aujourd'hui constitué de 8 lignes. Alors un ETF turc constitué des 20 valeurs turques les plus liquides. Une biotech marseillaise, donc Inat Pharma, la société BIC, que tout le monde connaît, la société Total, que tout le monde connaît également, la société Renault, Maison du Monde et Eutelsat Communications. Alors par rapport au dernier épisode, on voit ici que j'ai également une ligne qui concerne un ETF baissier, donc un ETF short. Il s'agit d'un BX4 qui me sert uniquement à couvrir mon portefeuille à court terme. Donc lorsque j'achète du BX4, c'est en général pour me couvrir d'une baisse potentielle à horizon 15 jours, 3 semaines. Maximum 1 mois et jamais plus, sinon effectivement la valeur du BX4 baisse avec le temps. Il est donc préférable de ne pas rester avec du BX4 en portefeuille trop longtemps. Ok, donc on va regarder un peu les lignes. J'ai pas changé mes lignes par rapport à la dernière vidéo. On voit ici que j'ai rentré en portefeuille le titre Renault, donc petit clin d'œil à Fred. Je sais qu'il suit mes vidéos, je sais qu'il est très baissier sur la valeur. J'en ai profité moi pour commencer à rentrer sur le titre, en dessous de 37 euros. Et alors comme on peut le voir ici, j'ai une petite position et l'idée quand on rentre sur un titre comme ça, fortement baissier, c'est de ne pas rentrer fortement au départ, c'est de construire une position. Donc ma stratégie consiste à toujours rentrer en plusieurs fois sur un titre. En général, je vais rentrer en 3, 4, jusqu'à 10 fois sur un titre. Donc c'est-à-dire que si une valeur me plaît, que je pense qu'elle est décotée, c'est-à-dire que j'ai fait tout un travail d'analyse fondamentale, et je regarde aussi les niveaux techniques qui pourraient être intéressants pour commencer à rentrer. Une fois que j'ai fait cette analyse, je commence à rentrer à petits pas. C'est-à-dire que je vais commencer à acquérir quelques titres. D'accord. Alors si jamais le titre part à la hausse et que je ne suis pas rentré pleinement sur le titre, bah tant pis, c'est pas grave. La valeur va remonter, je vais faire des profits avec, c'est pas très grave. Je ne serai pas fortement rentré, c'est pas très grave. Mon idée, c'est qu'on a toujours des opportunités dans le marché qui vont se présenter. Il faut juste être patient pour pouvoir attraper ces opportunités. Donc il faut suivre les titres. Alors ça, c'est mon approche, et on peut avoir deux approches. Soit on a une approche passive, donc c'est-à-dire on achète des ETF régulièrement, on achète le marché, et donc on n'essaye pas de battre le marché, mais on essaye juste de faire la performance du marché. Et dans ce cas-là, il y a deux types d'approches passives. Il y a une approche totalement passive qui consiste à acheter un ETF World, par exemple. Donc j'achète un ETF World, par exemple, constitué des 23 marchés
les plus développés, donc des entreprises des 23 marchés les plus développés. Bon voilà, donc l'idée c'est d'acheter régulièrement cette ETF World, par exemple tous les mois ou tous les trimestres, et donc de rester investi sur cette ETF World pendant 30 ans, dans mon cas, jusqu'à la fin. Donc ça c'est une stratégie totalement passive. L'avantage de cette stratégie, c'est qu'en fait vous moyennez vos points d'entrée, hein, que le marché soit en phase de hausse ou en phase de baisse, vous moyennez vos points d'entrée. Donc au final, vous récupérez le point d'entrée moyen sur une longue période de temps, ce qui vous permet d'obtenir le rendement moyen de cet indice. Alors il y a une deuxième stratégie passive qui est légèrement moins passive, c'est de piocher dans une liste d'ETF, donc c'est-à-dire que vous allez prendre de temps en temps, je sais pas, vous allez acheter du CAC 40, vous allez acheter du S&P 500, vous allez acheter du Nasdaq, vous allez acheter peut-être des ETF de pays émergents. Et là, l'idée, c'est que vous êtes passif parce qu'en fait, vous achetez le marché, vous achetez ces marchés de manière passive, c'est-à-dire que plutôt que d'acheter une seule valeur, vous achetez le marché dans son ensemble. Et dans ce cas-là, effectivement, vous avez un avantage en termes de diversification, c'est-à-dire que en achetant un panier de valeurs, en achetant l'indice, vous diversifiez automatiquement votre portefeuille. Alors cette stratégie passive est légèrement moins passive puisque en fait c'est vous quand même qui décidez d'acheter tel ou tel marché. Même si cette stratégie est dite passive, vous avez quand même un rôle actif en sélectionnant non pas des valeurs individuelles mais un marché parmi d'autres. Alors on oppose généralement cette approche passive à une approche active, hein, c'est l'approche que j'utilise. Et donc dans une approche active, on va plutôt faire du stock picking en essayant de repérer des valeurs décotées. Alors l'idée est la même, hein, la seule différence c'est que lorsqu'on fait du stock picking, on n'est pas directement diversifié. Donc l'idée c'est d'avoir un portefeuille de plusieurs valeurs suffisamment diversifié. Alors dans la littérature, on trouve généralement qu'un portefeuille commence à être bien diversifié à partir de 20 lignes. Alors ça peut être 20 lignes, 25 lignes, 30 lignes, mais généralement une bonne diversification commence à ces eaux-là. Alors la question qu'on peut se poser quand même, c'est est-ce que 20 lignes constituées d'entreprises du CAC 40, c'est la même chose que 20 lignes constituées d'entreprises réparties à travers le monde? Probablement pas. Bon. L'autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on doit raisonner en termes de siège social ou en termes de chiffre d'affaires? Mon avis, c'est plutôt qu'on doit raisonner en termes de chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'une entreprise comme L'Oréal, par exemple, a un siège social en France, mais fait l'essentiel de son chiffre d'affaires à l'étranger. Bon, alors on va revenir sur mon portefeuille ici. Donc on voit que j'ai 8 lignes. Hein. On voit que ma plus grosse ligne est toujours la ligne constituée de l'ETF turc, suivie de ma position sur Total et de ma position sur Maison du Monde. Donc on voit ici que j'ai des plus-values importantes sur l'ETF turc, hein, que j'ai commencé à rentrer en portefeuille au printemps. Mon objectif ici n'est pas de revendre cet ETF à court terme, mais plutôt de porter cet ETF à plus long terme. En effet, dans mon portefeuille, j'utilise une stratégie active avec du stock picking au niveau action, mais également une stratégie, on va dire, semi-passive avec du stock picking d'ETF. Et donc pour les ETF, je vais chercher des ETF dont la valorisation est possiblement décotée par rapport à sa valorisation historique. Et donc un ETF comme ça, on peut tout à fait le garder en portefeuille pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans. Alors je tiens quand même à vous mettre en garde ici, hein, puisque quand vous achetez l'ETF d'un pays émergent, vous portez quand même un risque de change, c'est-à-dire que si la livre turque se met à s'effondrer davantage, vous allez être fortement impacté au niveau de la valorisation de votre ligne. Alors historiquement, quand on observe un peu ce qui se passe sur les pays émergents, lorsqu'on a un crack sur le marché action et qu'on a en même temps un crack sur la devise, hein, ce qui a été le cas avec la Turquie au cours des 36 derniers mois. Généralement, ce qui se passe ensuite, c'est que le pays sort de récession, la croissance revient et du même coup, l'activité génère une réappréciation de la devise nationale. Et donc, vous avez un double effet, la réappréciation de la devise et la réappréciation du marché action. Et donc, c'est ce genre de choses que je joue personnellement sur les ETF. Voilà. Donc la Turquie devrait faire partie de mon portefeuille encore plusieurs années. Alors ensuite sur Inat Pharma, donc ça c'est une ligne spéculative, hein, donc c'est pareil, hein, ça correspond à 7% de mon portefeuille. Je ne pense pas augmenter la taille de cette ligne. Hein. En ce qui concerne BIC et Total, donc ce sont plutôt alors pour BIC c'est plutôt un choix de conviction. Encore une fois, on voit que j'ai une petite ligne. Alors ici c'est une ligne en construction.
Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que si le titre de BIC va plus bas, j'augmenterai potentiellement ma ligne. Alors il faudra voir les résultats un petit peu, hein, il faudra suivre les résultats au cours du temps. Si ça repart à la hausse, eh bien cette ligne restera comme elle est et j'empocherai des dividendes dans les années qui viennent avec un cours qui se réappréciera. Alors pour Maisons du Monde, hein, c'est vraiment une conviction personnelle. Je pense que l'entreprise a un très bon business model. L'entreprise a déçu en termes de croissance, mais ils ont une stratégie intéressante. Maintenant, ça reste une small cap, donc qui dit small cap dit risque supérieur comparé à des valeurs dont la capitalisation boursière est plus élevée. Voilà, alors on va regarder ce que ça donne ici en termes de suivi de portefeuille. Alors ici, j'utilise le tableur offert par Google, que je trouve très bien puisqu'on peut directement suivre l'évolution des cours en direct et avoir des données en direct, enfin avec 20 minutes de décalage. Donc on voit ici que mon portefeuille est identique à ce que j'ai présenté avant. Cette page me permet juste de suivre le titre et de calculer des éléments que je vais vous présenter dans 2 secondes. Donc on a la même chose, hein. Ce que j'ai rajouté ici par rapport à la page de Bourse Direct, hein, c'est quelques informations supplémentaires. Donc je rajoute ici le type de, comme le pays, la devise, le type, la capitalisation boursière, est-ce que c'est une mid cap, une small cap, une large cap, une méga cap, le PER, le plus bas des 52 dernières semaines, le plus haut des 52 dernières semaines, les volumes, etc. J'utilise aussi ici je calcule ici les rendements et les rendements sur coût. Alors j'y reviendrai probablement dans une prochaine vidéo. Si l'explication de ce tableau vous intéresse, mettez-le moi en commentaire en dessous de la vidéo. Et dans ce cas-là, je ferai une vidéo spéciale pour vous montrer comment on peut faire un tableau qui vous permette de suivre votre portefeuille sur Google Drive. Alors, on voit ici les poids, donc je vais en parler en dessous. Ce qu'on voit ici, c'est le total de dividendes ici. Donc par exemple, là ce sont les revenus estimés. Donc c'est-à-dire que j'ai reporté les dividendes pour chaque titre. Alors ici je reporte tous les dividendes, hein, donc c'est basé sur le dernier dividende versé. Donc on voit que BIC par exemple verse un dividende de 3,45 €, Total de 2,72 €, Renault de 3,55 €. Alors attention parce que ce dividende pourrait être supprimé prochainement ou diminué, donc faire très attention hein, de jamais baser ses choix uniquement sur le dividende. Maisons du Monde verse un dividende de 0,47 € et Eutelsat Communications verse un dividende d'1,27 €. Alors à partir de ces dividendes, je suis capable de calculer un rendement sur coût. Donc c'est-à-dire quel est mon taux de rendement par rapport à mon prix d'entrée. Donc on voit ici par exemple que sur BIC, mon rendement annuel est de 5,75%. Sur Total, mon rendement annuel est de 6%. Alors 9,62% sur Renault, mais alors celui-là on part du principe qu'il est à 0. Et tout dividende supérieur à 0% sera une bonne nouvelle. Maisons du Monde, rendement sur coût de 3,62% et Eutelsat Communications, rendement sur coût de 8,57%. Alors là encore, le dividende de Eutelsat pourrait éventuellement être diminué, donc on se méfiera de ce taux élevé de dividende. L'idée quand on achète une action, c'est pas forcément de se baser sur le dividende payé, mais plutôt sur la capacité de l'entreprise à croître et à générer des profits dans le futur. Alors si l'entreprise ne croît pas, bien évidemment, mais qu'elle est capable de générer des profits dans le futur, c'est intéressant également. Alors on voit ici que j'ai versé 7 585 € sur mon PEA pour le moment. Donc comme je l'ai déjà expliqué, j'ai commencé au 1er janvier 2019 et je verse tous les mois la même somme. Et mon but est de verser tous les mois cette même somme, éventuellement augmenter de l'inflation annuelle, hein, et ce pendant 30 ans. Alors la valeur de mon portefeuille à la date d'aujourd'hui, donc le 8 février 2020, est de 7 926 €, ce qui me fait un rendement de 4,50%. Alors ce rendement n'est pas le rendement réel, hein, puisqu'il faudrait calculer le rendement basé sur des versements mensuels, des apports mensuels. Or ce rendement est uniquement basé sur la différence entre la valeur de marché du portefeuille au jour J et la valeur des versements totaux du PEA. Donc le rendement réel est supérieur à 4,5% bien entendu. Alors on voit également que le rendement sur coût de mon portefeuille est d'un peu plus de 3%, hein, donc c'est-à-dire que si je ne touche pas à ce portefeuille et que les dividendes restent comme ils sont, celui-ci aurait un rendement de 3% par an. Alors on va maintenant se concentrer sur les dividendes. Ici j'ai un tableau qui récapitule tous les dividendes à percevoir cette année. Donc on voit ici que j'ai touché un dividende de Total le mois dernier, 22,44 €.
Je devrais également toucher un dividende de 22,44 € en avril, puis 23,12 € en juillet, puisqu'on a une légère augmentation du dividende, et également en octobre, 23,12 €. Société BIC devrait me verser un dividende au mois de juin, 17,25 €. Maison du Monde au mois de juillet, 43,71 €. Eutelsat Communications, versement au mois de novembre, 25,40 €. Et Renault, alors s'il verse un dividende bien entendu, ou si le dividende est maintenu, ce qui est loin d'être fait, 49,70 €. Alors je répertorie également ces dividendes sur un graphique comme ceci, ce qui me permet de suivre un peu l'évolution des dividendes, et ce qui va me permettre de suivre l'évolution des dividendes au fur et à mesure des années qui passent, pour comparer un peu les versements de dividendes que je vais toucher au cours du temps. Alors inclure des dividendes dans mon portefeuille me permet de recevoir des liquidités régulières, et de pouvoir réinvestir ces liquidités moi-même dans d'autres titres, ou d'autres titres que je juge de meilleures opportunités. Voilà, donc le total de dividendes à percevoir cette année est de 227 €, et donc mon but est de continuer à faire grossir cette partie dividende d'année en année. Voilà, mais c'est pas une obsession non plus. Alors la partie dividende représente à peu près 47% de mon portefeuille aujourd'hui, hein, avec un rendement sur coût total du portefeuille, comme je l'ai dit, de 3%. Donc l'idée serait d'avoir à terme environ 40% d'actions qui versent des dividendes et 60% d'actions soit qui réinvestissent les dividendes. Alors c'est le cas par exemple des ETF à capitalisation, hein, qui capitalisent les dividendes. Dans ce cas-là, à chaque versement de dividendes, l'ETF réinvestit ses dividendes directement dans l'ETF. Alors c'est le cas également d'entreprises qui ne versent pas de dividendes. Donc mon objectif personnel est d'avoir environ 40% de mes actions qui versent des dividendes, hein, et environ 60% d'actions qui ne versent pas de dividendes. Alors ici on va faire le point sur l'allocation d'actifs, la répartition de mes différents titres. Donc on voit ici que j'ai environ 6,6% de liquidité. Alors on est le 8 février, ce qui veut dire que j'ai un nouveau versement qui va arriver très prochainement. Donc on sera aux environs de 11-12% de liquidité, hein. On voit également que ma position sur l'ETF turc représente 32%, alors ce qui est énorme. Alors on pourrait me dire, oui, mais pourquoi tu mets autant d'actions turques dans ton portefeuille, c'est très risqué, ok. Mais mon idée, c'est que je vais construire ce portefeuille sur 30 ans. Et donc finalement, peu importe que mon portefeuille soit un peu déséquilibré pendant les premières années, puisqu'au fur et à mesure du temps où je vais construire ce portefeuille, celui-ci va être de plus en plus équilibré. Alors par ailleurs, on voit que la position Inet Pharma représente 7%, BIC 4%, donc BIC est une position en construction, donc si le titre part à la hausse, on laissera courir, si le titre continue à baisser un petit peu, j'en reprendrai probablement. Total représente 20% du portefeuille, ça c'est vraiment pour le rendement plutôt. Les BX4 c'est en couverture, donc horizon 3 semaines, 1 mois maximum. Renault, début de position de conviction, donc à long terme. Objectif de construction de ma ligne sur plusieurs mois, potentiellement plusieurs trimestres, donc construction lente. Et donc j'en profite de nouveau pour saluer Fred, hein, qui je l'espère regardera cette vidéo. Ma conviction, c'est que à ces prix-là, Renault n'est pas forcément un mauvais achat. Ce qui ne veut pas dire que l'entreprise ne va pas souffrir, ce qui ne veut pas dire que l'entreprise ne peut pas faire faillite, mais à ces niveaux très décotés, à long terme, à un horizon de 5, 7, 10 ans, le titre m'apparaît comme ayant du potentiel. Alors bien entendu, l'objectif n'est pas de sauter sur le titre et de remplir son portefeuille avec le titre, mais avoir une petite ligne Renault à ces prix-là, commencer à construire une ligne dans le temps, sur plusieurs trimestres, pourquoi pas. Voilà. Maison du Monde représente 14% de mon portefeuille aujourd'hui et Eutelsat Communications 3%, donc là c'est plutôt un choix stratégique. On aura besoin de satellites dans le monde de demain. Eutelsat a une belle position, est une entreprise plutôt bien gérée avec de beaux cash flow qui traverse une crise un peu de croissance actuellement. Mais voilà, c'est une valeur qui potentiellement a sa place également dans mon portefeuille. Alors au niveau de l'allocation géographique, on voit que quasiment 68% de mon portefeuille est situé en France et 32% de mon portefeuille est situé en Turquie. Alors encore une fois, hein, ça pourrait paraître totalement déséquilibré, on pourrait se dire oui, la Turquie c'est un risque complètement dingue. Oui, bon, mais je construis mon portefeuille à horizon 30 ans. Encore une fois,
mon portefeuille est en construction et donc il va s'ajuster au fur et à mesure du temps qui passe et donc ces déséquilibres de départ ne sont pas très impactants à plus long terme. Alors, en termes de répartition, j'ai des méga caps et des large caps qui représentent environ 25% de mon portefeuille. Alors, mon objectif à terme, c'est d'avoir environ 40% de méga cap et de large cap. Hein. Je l'ai mis ici. J'ai également 40% de mid cap et mon objectif à terme est plutôt d'avoir 25% de mid cap. Et j'ai enfin 22% de small cap, avec un objectif à terme d'avoir environ 25% de small cap. On voit également une partie autre ici qui correspond en fait à mes positions de couverture, donc sur les BX4. Donc ça c'est uniquement à court terme pour de la couverture de portefeuille. Voilà, on terminera sur la location par devise, hein, encore une fois, donc 68% de mon portefeuille est situé en zone euro, 32% de mon portefeuille est situé en zone livre turc. Encore une fois, à court terme, ça peut être impactant. À plus long terme, avec les réajustements réguliers et la poursuite des investissements à long terme, cela n'est a priori, à mon avis, pas très impactant. Alors, je vous montre rapidement la performance de mon PEA sur l'année 2019. Hein. Ma performance a été de 10,5%. Si on calcule mes points d'entrée réguliers tous les mois, donc sur l'année, cette performance est de 10,5%. Alors je me suis amusé à comparer cette performance au CAC 40 Total Return, hein, en prenant la même mesure, c'est-à-dire en investissant la même somme dans le CAC 40 Total Return mois après mois. Et là, la performance sur le CAC 40 Total Return aurait été de 19,3%. La différence est donc d'environ moins 0,8%. Alors on pourrait me dire, oui, mais alors tu sous-performes le CAC 40 Total Return, pourquoi ne pas acheter directement un ETF CAC 40 Total Return? Alors ma réponse est simple, j'ai la conviction de pouvoir faire mieux que le CAC 40 Total Return à horizon 4-5 ans et plus. Puisque quand on regarde la constitution de mon portefeuille, on peut se rendre compte qu'en fait, j'ai des lignes en baisse ici, mais forcément elles sont en baisse puisque j'achète quand les titres sont décotés et sont en phase de baisse. Donc forcément, le temps que ces titres se réajustent, la performance de mon portefeuille fait moins bien que le CAC 40 Total Return. Par contre, si on imagine un réajustement de ces titres, alors je sais pas, on va mettre deux exemples. On va imaginer que Renault remonte à horizon 3, 4, 5 ans à 70 €. Et on va imaginer que Maison du Monde, par exemple, remonte à 20 €. Donc ce sont des exemples, hein, ça ne veut absolument pas dire que c'est ce qui va arriver. Mais on voit ici que la performance du portefeuille se met à bondir. D'accord, donc tout ceci pour dire que en réalité, ce qui comptera, ce sera la performance dans 3, 4, 5 ans. Pour l'instant, j'ai cette conviction hein, de pouvoir faire mieux que le CAC 40 Total Return. On verra si cette conviction est fondée. En fait, d'ici 3, 4, 5 ans, on aura la réponse. Si ce n'est pas le cas, alors je retournerai certainement sur une stratégie plus passive. Alors, dernier point important, on me demande souvent pourquoi je fais du stock picking et qu'est-ce que ça m'apporte. Le stock picking, ça me permet déjà de bien connaître les différents secteurs et les différentes entreprises sur lesquelles j'investis. Donc c'est-à-dire que j'essaye de comprendre le marché, mais j'essaye aussi de comprendre chaque élément qui constitue le marché. Le deuxième point important, c'est que le stock picking m'apporte beaucoup de plaisir. C'est-à-dire que je fais un suivi d'entreprise, je les suis régulièrement et en fait j'essaye de rentrer sur des titres qui me semblent décotés. Alors je vais vous montrer ici un peu comment je procède rapidement. Vous voyez, j'ai une liste de valeurs que je suis et en fait ce que je fais, c'est que je suis ces valeurs et j'essaie de comprendre comment ces entreprises fonctionnent, d'accord? Et donc j'ai plusieurs critères fondamentaux et j'ai également plusieurs critères techniques qui m'indiquent quand rentrer sur ces entreprises. Alors je ne l'ai pas dit au départ de la vidéo, mais je le rappelle, point important, les informations que je présente dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement. Celles-ci ont un but purement éducatif. Alors ce qui veut dire que effectivement, hein, ce n'est qu'une présentation de mon portefeuille. Je ne vous invite absolument pas à faire la même chose que moi. Pourquoi? Parce que ce que je fais correspond à mon propre style d'investissement et vous devez faire en sorte quand vous investissez en bourse de faire correspondre votre style d'investissement
à votre stratégie et aux lignes qui constituent votre portefeuille. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous celle-ci. Donc mon idée est de faire une vidéo par mois pour vous montrer l'évolution du portefeuille au fur et à mesure du temps qui passe. Si vous êtes d'accord avec cette idée, mettez-le moi en commentaire. Voilà, et je remercie tous les abonnés qui ont laissé des commentaires sous mes vidéos, qui ont liké les vidéos et qui m'envoient des messages qui sont généralement très sympas. Voilà. Allez, à très bientôt. Salut.